ancêtres ont créé des oasis. Et les oasis, vous savez, c'est un système très particulier que l'être humain a inventé pour pouvoir survivre dans les lieux les plus désertifiés. Bon, il suffit d'avoir de l'eau, etc. Le palmier dattier qui, lui, a une forte résistance à l'ensoleillement, et puis il ne rompt pas, comme on dit, et puis il porte un fruit qui est très énergétique, très nutritif. Et donc, pour créer une oasis, il faut de l'eau, bien sûr, le palmier qui s'ouvre comme un parasol, comme vous l'avez voyé, parasol. Et ce parasol fait de l'ombre, et grâce à cette ombre, on peut cultiver des arbres fruitiers. Et ensuite, sous l'ombre des arbres fruitiers et du palmier, on cultive au sol, soit des céréales, des légumes, enfin, etc. Et donc, on a un système artificiel, puisque c'est l'homme qui le crée. C'est lui, par son génie, qui crée ces oasis-là, qui deviennent des lieux nutritifs. Voilà. Et on voit, quand on survole le désert, on voit des taches vertes plus ou moins grandes, plus ou moins vastes, qui représentent ces oasis que les êtres humains ont inventées depuis très longtemps pour pouvoir créer de la vie en plein désert. Donc je suis là. Et en même temps, autre chose qui est très importante, c'est que le lieu oasis, qui s'appelait Kenazza, portait le nom d'un saint qui était un soufi. Et le soufisme, peut-être certains savent ce que c'est en fait une discipline religieuse qui prêche la non-violence, qui prêche la paix, et qui est une magnifique discipline. Donc le fondateur du lieu, était un soufi, et aussi on a dans ce milieu-là, à la fois au plan spirituel, à la fois au plan de la réalité quotidienne, il y avait quelque chose qui créait une atmosphère très particulière, et bouleversée et chamboulée, évidemment, par une éruption de la modernité par le charbon. Alors je me trouve, si je vous raconte tout ça, c'est pas pour raconter Pierre Rabhi, c'est pour donner un point de repérage qui me permette finalement d'illustrer ou de donner en quelque sorte une pertinence ou une visibilité à un itinéraire qui est bien et qui est singulier et qui évidemment pas est matériel, c'est-à-dire il y a une forme de réalité très matérielle, mais il y a aussi une forme de réalité psychologique, etc. Et c'est le tout qu'il faut décrire pour que je puisse exprimer ce que j'ai à exprimer aujourd'hui, face à vous. Et donc, à partir du moment où la modernité arrive, j'ai un père qui ne peut plus assumer son rôle de père parce que la concurrence est beaucoup trop forte et déloyale, et bien il devient lui-même mineur, et puis il se questionne finalement sur l'avenir, notre avenir, c'est quoi? Notre avenir, il est entre les mains des Occidentaux. Donc il faut, en quelque sorte, s'adapter à ces Occidentaux, qu'on le veuille ou non, il faudra bien s'adapter. Mais par contre, les enfants, et mon enfant, je voudrais qu'il soit initié à cette nouvelle règle du jeu, et à cette nouvelle réalité. Et pour que je sois initié à cette nouvelle réalité, il se lie d'amitié avec un couple de Français, une institutrice et un ingénieur venant travailler dans le pays, et il me confie à eux, et disent eux-mêmes n'ayant pas d'enfants, instruisez-le, apprenez-lui ce qu'il doit savoir pour bien se débrouiller dans la société future. Et c'est comme ça que je me retrouve très rapidement, je passe de l'islam au christianisme, je passe de la tradition à la modernité, tout sans aucune transition, et je suis en plus chez vous. Donc ça n'a fait accentuer les choses. Donc cette double appartenance, si vous voulez, était à la fois douloureuse parce que ça crée des harcèlements, mais à la fois riche parce qu'on est dans deux milieux qui sont pas forcément en convergence, et ça c'est l'histoire de toute l'histoire de l'humanité. Les musulmans ne sont pas forcément d'accord avec les chrétiens. Moi je passe de la terre battue aux salles de bain, au roi Salomon, et en même temps, ce que j'entends, c'est toujours d'un côté l'islam qui a son dogme, qui dit que Dieu n'a pas engendré, n'a pas été engendré, de l'autre côté ma mère qui m'explique
explique sa religion pour me dire non, il a un fils, il s'appelle Jésus-Christ, ce fils unique, il a été crucifié, etc. Même si je suis salué, c'est pas pour rien. Qui a raison, comprendre, non, c'est pas grave. Qui a raison, qui a tort, moi j'en sais rien. Et ça m'a amené petit à petit, donc, dans une situation comme celle-là, on fréquente beaucoup plus les penseurs, les philosophes, etc., qui se posent la question du sens de la vie, qu'on écoute les gens qui vous parlent de maths, de chimie, etc. Ça ne m'intéressait absolument pas, j'étais obligé de le faire parce qu'il fallait bien le faire pour les examens, il faut faire plaisir à mes parents. Mais ce qui me préoccupait, c'est finalement mon identité. Qui suis-je et qui a raison dans cette réalité sociale. Alors, donc, je continue dans ce questionnement à travers les philosophes. Et au moment où je rencontre Socrate dit une chose qui me paraissait absolument fondamentale et à laquelle j'ai adhéré immédiatement. Je sais que je ne sais pas. Et ça, je sais que je ne sais pas, ça me convient tout à fait, parce qu'en fait, c'est vrai que je ne sais pas. Existe-t-il une vie après la mort? Je ne sais pas. Et la question, c'est, existe-t-il une vie avant la mort? C'est pas. Et qu'est-ce que veut dire vivre? Toutes ces questions donc m'assaillent en quelque sorte et forgent. Alors j'ai fait 36 métiers, protestataire, j'ai travaillé un peu j'étais même à la banque. J'ai été employé d'une banque française qui s'appelle la Société Générale. C'était un peu par... voilà, on m'avait embauché parce que j'avais été recommandé, etc. Sauf que vous savez qu'avant on faisait ce qu'on appelle la balance, les crédits et les débits. Il fallait qu'à la fin de la journée, avant il n'y avait pas d'informatique, donc il fallait tout faire à la main, et noter ce qui est rentré, ce qui est sorti, etc. Et tous les soirs, régulièrement, mes chiffres étaient faux, je n'arrivais pas à faire même la balance. Donc ce qui énervait mes supérieurs, parce que mes supérieurs ne pouvaient pas quitter la banque avant qu'on ait véritablement tout vérifié. Donc tout repointé, tout, etc. Et ils ne pouvaient plus me sentir. Et les comprendre. Parce que j'étais absolument pas dans le milieu qui me convenait. J'ai fait un peu de prothèse dentaire, etc. Et chaque fois, tout ce que j'ai essayé d'apprendre tombait en panne parce qu'il fallait faire autre chose. Et je quitte donc, finalement, en pleine guerre d'Algérie, je quitte l'Algérie pour simplement des raisons, mais exclues des deux cultures, puisque d'un côté, j'avais choisi les chrétiens. Mon milieu musulman m'a rejeté, et de l'autre côté, j'ai eu une dispute avec mon père d'adoption qui m'a mis dehors, et donc voilà. Donc c'est dans cette double exclusion que j'arrive en France, et puis à ce moment-là, il faut bien que je gagne ma vie, voilà. Et puis finalement, je cherche à gagner ma vie, je cherche du boulot, et on me dit, bah, il y a une entreprise qui s'appelle Someca, on m'a recommandé au directeur qui a pu m'accueillir. Et quand je suis arrivé pour être embauché, c'était, si vous voulez, les 30 glorieuses. Eh bien, on me dit, qu'est-ce que vous savez faire? Bon, je sais faire un peu de ci, un peu de ça. Je savais très bien faire une dissertation sur Socrate, mais ça n'avait pas l'air d'intéresser mon employeur. Donc, je deviens ce qu'on appelle un OS. L'OS, c'est l'ouvrier spécialisé. Mais en fait, on dit OS. Je ne sais pas comment on dit en Belgique, mais en tout cas en France, l'OS. Vous voyez, spécialisé, c'est en fait celui qui est spécialisé en rien. C'est l'homme à tout faire. Voilà. Mais comme j'avais fait de l'anthropologie, que j'ai essayé de comprendre un petit peu quel était ce microcosme, comment fonctionnait le microcosme de l'entreprise, on était plusieurs centaines de personnes à travailler, et puis comme j'avais fait de l'anthropologie, j'ai essayé de configurer en quelque sorte ce système social, confiné, donc enfermé, bien circonscrit et enfermé, et dans lequel il y a des êtres humains qui agissent, qui travaillent. Et quand on cherchait une configuration, je tombais tout le temps sur la pyramide, c'est-à-dire un système pyramidal, dans lequel il y a des gens importants en haut, des gens pas importants en bas. Et tout cela, la hiérarchie, directeur général, le PDG, le directeur général, le cadre supérieur, le cadre un peu moins supérieur,
et puis ça dégringolait des échelons, comme on dit, jusqu'à nous, OS, nous n'avions aucun avantage, on pouvait vexer personne. Voilà. Tout le monde pouvait nous vexer, mais nous, on pouvait vexer personne. Donc on était les subalternes en quelque sorte, et dans ce microcosme, disons, du travail était représentatif finalement de l'organisation de la société tout entière, parce qu'elle est organisée sur la compétence de l'être humain à servir un modèle de société. Ce n'est pas la compétence destinée à quoi que ce soit d'autre qu'à servir le modèle de société. Et selon votre échelon, vous aviez droit à un salaire variable en fonction de votre échelon, bien sûr, des capacités que vous aviez, et ça créait une hiérarchie donc disparitaire, extrêmement disparitaire. Et je me suis dit, donc voilà, on est en plein cœur de l'entreprise, et est représentative finalement de l'organisation sociale globale. Voilà. Et donc, avec toujours l'agitation de l'idéologie du progrès, qui disait, ben voilà, l'être humain, le progrès va libérer l'être humain. Voilà, c'était ce qu'on nous chantait tout le temps. On écrivait, vous allez voir, c'est d'ailleurs le progrès va libérer l'être humain. Voilà, c'était ça. Et puis moi, un jour, je me suis amusé à faire l'itinéraire d'un être humain dans la modernité, et je me suis aperçu qu'il était constamment enfermé. De la maternelle à l'université, il est enfermé, vous en savez quelque chose. Enfin, je ne vous dis pas de ne pas faire toutes vos études, hein, je ne rentre pas comme le diable qui va vous mettre dans la tête qu'il faut plus faire. Non, faites vos études, soyez surtout, je vous en prie. Mais ce que je voyais moi, c'était de la maternelle à l'université, on est enfermé. Ensuite, tout le monde travaille dans des boîtes. Des grandes boîtes, des petites boîtes, etc. Même pour s'amuser, on va en boîte. On y va comment? Dans sa pièce, bien sûr. Et puis ensuite, il y a la boîte où on stocke les vieux, en attendant la dernière boîte que je vais. Je me demandais, mais où est-ce qu'on est libéré? Qu'est-ce qui fait qu'ils sont libérés? Et je cherchais vraiment cette libération partout, ça on la trouvait vraiment. Et en fait, je ne dénigre pas les êtres ou les gens, je dénigre un modèle de société qui nous a mis dans une forme d'illusion. Bien entendu, je ne suis pas en train de faire de l'humour sur la situation des gens qui travaillent, qui ont besoin de travailler. Moi-même, tout le monde a besoin de travailler, donc c'est parce que tant d'humour sur cette question-là. Je suis trop respectueux de l'être humain, mais par contre, ce qui me gêne, c'est que l'être humain soit devenu une matière malléable, une matière conditionnable pour pouvoir servir un modèle de société qui, lui, est fondé sur l'argent. C'est ça, c'est surtout ça. Donc, les compétences acquises doivent servir, bien entendu, à chaque être humain, mais moi, je regrette, mais je ne me sens pas être né pour un produit d'un Sénat. Je suis né pour vivre, je ne suis pas né pour un produit d'un Sénat. Et donc, à partir du moment où on est où l'humain est en fait conditionné à être un faiseur, un producteur, un consommateur, à partir de ce moment-là, je pense qu'on dévie de sa vocation propre. Et il y a eu, comme vous le savez, des phénomènes urbains avec une concentration et un confinement très important d'êtres humains dans l'urbain. Et puis la nature, elle est de plus en plus désertée. Et c'est en voyant tout cela que je rencontre une jeune fille qui était un peu dans les mêmes attentes, et on se rapproche, on est amoureux, on veut vivre ensemble, mais on décide de retourner à la terre. Voilà, de retourner à la campagne, vivre à la campagne, et nous rapprocher en fait de la nature. Rapprochement vers la nature, il fallait, pour survivre, il n'y avait que l'agriculture qui était possible pour nous, et je voulais faire de l'agriculture. Seulement, j'ignorais tout.